qui dicte des choses aux gens, il faut que le Hutu-là ne quitte jamais la RDC parce qu'elle a l'épine au pied. En ce moment, il peut commander à personne parce qu'il devient un problème. La RDC est entrée dans le problème rwandais. Les Congolais sont partagés entre le pro-Hutu et le pro-Tutsi. En ce moment, vous ne pouvez plus dire quoi que ce soit au Rwanda. Donc, ce n'est pas un problème simple. Entre-temps, l'Afrique du Sud de Mandela est devenue une puissance incontournable et le rôle qu'on l'a donné à la RDC, on l'a donné à l'Afrique du Sud. En même temps, il y a eu, en fait, la mondialisation. La mondialisation avait besoin des ressources du Congo parce que Mobutu avait bloqué l'entrée de ces ressources dans la mondialisation à cause des lois Bakajika. Les guerres qu'on va imposer au Congo, des guerres en fait pour forcer la main au Congo pour que les ressources appartiennent, cela va se faire par quoi? Pour forcer le Congo à lâcher prise. On ne va pas lui demander de faire de nouveaux cours d'investissement comme on le fait. Mais on trouve ce qui est le plus sérieux, qui paye le plus, on lui crée des situations de guerre. N'oubliez pas qu'il y a eu une guerre mondiale. Le rapport du panel de l'ONU a dit qu'on a créé des structures qui ne finiront pas. Donc, nous n'avons pas compris que le Congo ne peut être Congo que si, en fait, nous demeurons en fait, actifs sur le plan externe. Si nous jouons un rôle géopolitique. Pour jouer ce rôle géopolitique, c'est qu'il y a une géopolitique à l'interne, qu'on appelait gouvernance. Nous avons perdu l'art de faire la politique. Parce que le vrai problème aujourd'hui, les Congolais ne savent pas faire la politique. Quel est l'état des partis politiques? Parce que nous sommes en sciences politiques. On ne peut pas expliquer les choses par simplement la malveillance des autres. La balkanisation vient de quoi? La balkanisation trouve aussi une raison de nature géopolitique. Si je pouvais dessiner la RDC en Afrique centrale, c'est le gros cercle. De l'extérieur, un pays qui ne sait plus se gouverner, un pays qui ne sait plus c'est quoi l'État, un pays qui n'a plus de sens de l'intérêt général, un pays qui n'a même pas de politique de développement de son économie. Nous avons toujours des ressources. Vous avez discuté au Parlement hier encore, on n'entend pas la politique, on ne sait pas comment nous entendons en fait nous-mêmes faire des potentialités, des richesses. Tous les gens qui nous regardent nous trouvent en tout point de vue incapables de penser notre avenir. En ce moment, la précaution c'est quoi? Un pays qui devient une catastrophe naturelle, qui va s'effondrer, risque d'entraîner beaucoup de séismes en Afrique. Autant qu'on s'en occupe, et on ne s'en occupera pas en l'affaiblissant, on s'en occupera en le morcelant. On va le morceler parce que c'est un empire en fait qui se meurt. C'est un bateau ivre qui rentre en fait de ses aventures et qui est dans l'ivresse. On l'amène au quai pour faire quoi? On l'amène au quai pour les détruire. Donc c'est là où nous sommes. Donc j'ai voulu que nous cherchions à comment sortir de ça. Je vais terminer peut-être par là. Hier, j'ai suivi le Premier ministre qui dit, le Premier ministre il dit qu'il a fait de la situation sécuritaire à l'Est sa priorité. Mais il a une approche en 3 points. Militaire, diplomatique, parce qu'il doit régler les malentendus avec le voisin. Et puis financier parce qu'il a beaucoup d'argent. Je voudrais vous dire ici, en tant que professeur, à vous les étudiants, si vous êtes aussi conseiller, parce que je n'ai pas la possibilité de lui parler, de lui faire peut-être une note. Donc ce n'est pas pour les critiquer. Je voudrais vous dire que cette approche ne va pas marcher parce que, nous nous trompons en fait de nature de guerre. Quelles sont les guerres auxquelles on fait face et pourquoi ça dure longtemps? Les guerres que l'on fait à l'Est, ce sont des guerres qu'on appelle de basse intensité. Des guerres qui sont éternelles, des guerres qui ne doivent durer, des guerres qui ne se terminent pas mais qui se fatiguent. Ce sont des guerres asymétriques. Ça signifie qu'à chaque fois, le gouvernement de Kinshasa amènera toute l'artillerie pour aller détruire là-bas et ils vous présenteront un petit régiment de 50 personnes. À peine vous avez commencé à attaquer, ils disparaissent dans la forêt, vous avez l'impression de gagner et puis 3 mois, 5 mois, 1 mois après, ils rebondissent. Donc, et telle approche, vous ne gagnerez pas. Vous n'allez pas gagner. Deuxième approche, d'estimer, comme Matata a dit, une rébellion ne peut triompher que s'il y a soutien à l'intérieur et pays de refuge. J'ai dit que ça serait encore une erreur. Parce que je voulais vous montrer ici que la situation à l'Est, ce n'est pas une situation congolaise, elle est une situation régionale. C'est une situation qui provient du besoin de survie de Museveni, du besoin de survie de Kagame, du besoin de l'affirmation de l'Afrique du Sud, du besoin d'affirmation de beaucoup de gens. Une approche
qui ferait de la question congolaise la question que nous pouvons déjà avec le Rwanda, c'est une approche qui ne marche pas. Le Rwandais, c'est mort qui rit. Quand vous allez le voir, vous allez dire malentendu, vous dites, nous sommes en malentendu sur quoi? Nous avons signé avec vous des conventions que peut-être même vous ne respectez pas, parce que c'est vous qui avez des génocidaires. Nous, on ne vous fait pas la guerre, nous vous disons seulement d'appliquer les résolutions. Donc, une diplomatie qui consisterait à aller s'arranger avec le Rwanda seulement ne marcherait pas. Il faut une directive régionale. Il faut revenir peut-être à ce que les Allemands ont fait. L'Allemagne était divisée par les puissances de la Deuxième Guerre mondiale, mais une partie de l'Allemagne ne voulait pas la division. L'Allemagne n'a pas cherché à imposer les refus. L'Allemagne a pris une situation comme une situation programme dont l'amélioration serait programmée dans le temps. Et ils ont construit d'abord les efforts à l'interne. Ils ont refusé et à l'interne de se diviser. Parce que le mal du Congo, c'est quoi? La gouvernance dont le Congo a besoin. Quand je parle de la politique, c'est l'art de vivre ensemble. Or, ici, chez nous, la politique, c'est l'art de nous diviser les uns les autres. À chaque fois qu'on nous propose des élections, ça nous affaiblit. À chaque fois que nous formons des gouvernements, ça nous affaiblit. Le procès, moi, qui a raison de dire que nous devons regarder à nous. Parce que nous avons perdu, en fait, les ressorts. L'argent, je ne pense pas que l'argent suffira. Pourquoi? Parce que l'Est a été, en fait, somalisé. À l'Est, on a détruit complètement l'État. On l'a détruit pourquoi? Pour produire de l'argent, et l'argent facile. Vous aurez constaté même dans le gouvernement Matata, il crée la zone Est, qui part de Uvira jusqu'à Bunia. Cette zone économique spéciale est consacrée à quoi? À l'industrie, aux industries manufacturières et à l'agroalimentaire. Or, c'est dans cette zone qu'il y a des ressources qui amènent la guerre mondiale et qui fait que nous manquions notre souveraineté. Il y a donc là une sorte d'inconséquence. Donc, j'ai dit, ces trois approches n'amèneront absolument à rien. Donc, si vous, étudiants et professeurs de faculté des sciences politiques à Kinshasa, vous pouvez être conseiller du gouvernement, il faudra appeler le gouvernement à s'asseoir, à réfléchir et à comprendre que, il faudrait d'abord que tout le monde s'élève dans la compréhension des enjeux de la politique régionale, la politique internationale. Autrement, eh bien, nous reviendrons encore ici pour constater peut-être que Kinshasa a perdu 4 communes. Merci. Merci, professeur Philippe, pour nous avoir laissé 2 bonnes, précieuses minutes. Voilà, sans plus tarder, on va passer aux échanges. Je me nomme M. Prince Epenge. J'adresse ma question directement au professeur Biyoya. Parlant de l'Est, il a dit que le gouvernement congolais se trompe de nature, c'est-à-dire la nature de la guerre.